Vous avez un projet de création d'entreprise en Suisse? Ça tombe bien. Nous avons organisé un webinar sur ce sujet. Alors pour nous accompagner, trois spécialistes du sujet. Vincent Tatini, fondateur du cabinet Watteau et avocat d'affaires. Thierry Baglan, directeur France de la promotion économique des cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne. Et Patrick Ayoun, CEO et fondateur de la fiduciaire Guggenheim et Associés. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire créer ou implanter une entreprise en Suisse, organisé en partenariat avec Watteau, études d'avocat à Genève. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette petite heure? On va regarder le contexte général de la création d'entreprise en Suisse, les différents acteurs de la création d'entreprise, la société anonyme et la SRL, on va donner un tout petit peu plus de détails, la préparation à la création d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son entreprise, et puis les conseils de nos experts qui valent de l'or. Je te donne la parole, Vincent. Donc, le contexte général de la création d'entreprise en Suisse, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Oui, merci David. Alors d'abord, merci pour l'organisation de ce webinaire et merci surtout à Patrick et Thierry de nous avoir rejoints, experts aguerris dans leur domaine. Sans eux, ça serait difficile de faire un webinaire un peu complet. Le contexte général de la création d'entreprise en Suisse, il est magnifique parce que la Suisse est un pays extrêmement libéral avec peu de règles qui entourent la création d'entreprises et leur possibilité d'activer ou d'être active sur le marché en Suisse. La Suisse, l'année passée, c'est 44 000 nouvelles entreprises, donc c'est vraiment un terreau fertile. Il y a un terreau fertile pour les entreprises en Suisse. On a, alors évidemment, peu d'aide, pas du tout comme la France pour la mise en place des sociétés, mais si on a un peu de capital de base, des idées et de l'énergie, on peut vraiment faire des très belles choses ici en Suisse avec des processus extrêmement simples, des mises en place de sociétés qui prennent 2 semaines au maximum et la possibilité d'être très rapidement actif sur le marché. Mais Thierry peut nous en parler plus largement parce que Thierry implémente des entreprises en Suisse depuis très longtemps. C'est son métier, c'est le professionnel, en tout cas en Suisse romande, sur ce marché-là. Thierry, quelques mots? Oui, volontiers. Alors Thierry représente la promotion économique qui se nomme GGBA. C'est en fait la volonté politique des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et Valais d'accueillir depuis le monde entier des investisseurs étrangers. Donc il y a une véritable dynamique, comme tu le soulignais tout à l'heure, d'accueillir des investisseurs étrangers. Moi, ce qui m'amuse dans le premier chiffre, et tu es content de souligner qu'il y a 44 000 entreprises créées en Suisse, et quand j'ai vu ce chiffre, je me suis précipité hier soir pour voir le nombre de créations de sociétés en France. C'est 900 000. Et ça veut dire que les bases de la création entre France et Suisse ne sont absolument pas les mêmes. Et je pense qu'il est nécessaire de demander aux entrepreneurs français, je parle des entrepreneurs français parce que je gère le flux d'entreprises françaises qui veulent s'installer en Suisse, eh bien, de changer de lunettes. Parce que souvent en France, on crée le SAS au capital de 500 euros ou de 1000 euros. Et bien évidemment, les partenaires de la création d'entreprises en Suisse sont complètement désarçonnés devant cette dynamique qui permet à des milliers de personnes de créer leur société. Mais pour le coup, elles sont excessivement fragiles. Et la différence qu'il y a entre la France et la Suisse, c'est que les sociétés qui se créent en Suisse, elles ont tout de suite une vision de leur autonomie financière. Et ça, c'est une grosse différence. Et le premier conseil pour les entrepreneurs français, c'est surtout pas d'avoir les mêmes réflexes à partir du moment où ils créent une entreprise en Suisse. Voilà, c'était mon premier constat. Super, merci, merci Thierry. Patrick, peut-être Patrick Ayoun, un petit mot de votre côté? Oui, bonjour. Alors, effectivement, on a un terreau très fertile de création d'entreprise. Les besoins financiers pour la création de base sont un peu plus élevés, effectivement, que ce qu'on pourrait rencontrer dans d'autres pays européens, notamment en France, vous en avez parlé. Toutefois, on a un marché qui est extrêmement dynamique en Suisse et il y a vraiment des possibilités de développer des nouvelles idées de manière extrêmement rapide. C'est un peu la grande différence. Super, extra. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette intro à tous les trois. On va passer donc maintenant à la partie suivante. Mais avant, une petite phrase, Thierry, qui nous a tous beaucoup fait rire.
Commente-nous ça. Oui, faut la relire. Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est que l'entrepreneur suisse va réfléchir, il va structurer sa pensée pour répondre au marché. La Suisse est un pays mature, l'économie suisse est un pays mature, donc souvent on n'a pas attendu l'entrepreneur français pour telle ou telle activité. Il va falloir qu'il vienne avec une réelle valeur ajoutée et en intégrant la dimension du temps qui est toujours un ennemi pour le créateur d'entreprise parce qu'en regard de son enthousiasme, eh bien, la fidélité aux clients, etc., fait que on n'est pas… voilà, faut bien structurer son projet. Et j'attire, enfin c'était un peu ma conclusion, donc je suis surpris de le voir là en début d'entretien, on a besoin vraiment de réfléchir longuement sur la qualité du projet. Et c'est ce que nous, on essaie de faire en partenariat avec la promotion économique GGBA et les candidats. Alors, les acteurs de la création d'entreprise, allez, Patrick Ayoun, c'est pour vous, vous commencez? Tout à fait. Donc, la fiduciaire intervient en amont de la création d'entreprise, normalement. On est là pour les aider à faire un business plan, un plan financier, pour voir un peu où est-ce qu'ils vont, comment ils y vont et avec quels moyens ils y vont. Et c'est une étape qui est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas, effectivement, il faut, quand on lance une entreprise, savoir de quels moyens on va avoir besoin sur les 12 ou les 24 mois. En sachant qu'on a les aléas de la vie, on le vit dans l'année 2020, les aléas du Covid par exemple, c'est des éléments dont on va tenir compte. Le plan parfait est parfait sur le papier, mais ne se déroule jamais comme ça. Donc il faut qu'on anticipe et il faut vraiment réfléchir et agir en conséquence. C'est extrêmement important. Patrick, je prends juste la main une seconde. L'avocat que je suis intervient généralement bien plus tard, pour ceux qui ne l'ont pas pris en amont. Et alors, j'insiste sur cette partie et sur cette importance de en amont, consulter sa fiduciaire, faire le business plan avec, voir le cash qui sera nécessaire, quel sera le retour sur les investissements qui sont faits. Parce que quand nous, on intervient une année plus tard parce qu'on n'a pas fait le travail en amont, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors que si elles sont bien préparées par une fiduciaire en amont, en aval, on n'intervient pas pour minimiser les risques, on va dire ça comme ça. Donc, en amont, il ne faut pas oublier que l'avocat intervient en amont parce qu'on parle de société, de SA ou de SARL. Ce qu'il ne faut pas oublier, qui est extrêmement important, c'est quand on a des associés. On s'associe, c'est comme un mariage. C'est toute la difficulté. On sait, le mariage, ça passe toujours très bien la première, la deuxième année, et puis après, ça peut commencer à déraper. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que beaucoup d'entreprises terminent mal parce qu'on n'a pas prévu toutes les conditions de départ pour son mariage. On a un associé, au départ, on part dans de bonnes conditions, et puis à un moment donné, on peut avoir des points de vue, des désaccords extrêmement importants, et si on n'arrive pas à régler ces désaccords, et qu'on est 50-50, en général, c'est la mort des entreprises. Donc, l'avocat intervient aussi en amont, aussi pour régler ces problèmes de base, ou ces discussions de base qui devraient avoir lieu avant et pas après. Extrêmement important. Il ne faut jamais oublier que, excuse-moi David, il faut jamais oublier que entre associés, nous n'avons pas les mêmes mécanismes de règlement des litiges que dans un couple. Donc, en effet, quand ça part en vrille, c'est compliqué. Et si on utilise ces mécanismes aussi. Et puis, en fait, un contrat n'est que la règle de divorce. Parce qu'avant, on ne le lit pas, personne ne le lit. Et c'est justement extrêmement important en amont de faire ce travail avec un avocat, simplement, pour régler les rapports entre associés pour le jour où ça ne va pas. Merci pour toutes ces questions de bon sens. Un petit mot de la promotion économique ? La promotion économique, notre rôle, c'est effectivement de voir avec les candidats qui veulent créer une société en Suisse les bons réflexes que nous ont soulignés Patrick et Vincent. Est-ce que le projet est viable en Suisse? Est-ce qu'il est suffisamment capitalisé? Parce que nous, notre propos, c'est de faire venir des entreprises qui vont être pérennes et qui vont s'ajouter à la richesse du tissu économique.
Donc, on prend le temps de vérifier avec les partenaires fiduciaires et avocats, et surtout l'étude du business plan, la validité du projet. Et puis, on a cette chance avec les représentants des 6 cantons, c'est d'avoir une connaissance extraordinairement fine de l'économie cantonale. Le choix du canton pour une entreprise est un choix très important. On ne travaille pas tout à fait de la même façon entre l'Est et l'Ouest, entre Genève et le Valais, ou entre Berne et Fribourg. Enfin, Berne et Fribourg, ça se ressemble un peu, mais entre Neuchâtel et Vaud, ben, à chaque fois, il y a des subtilités et on va permettre l'insertion de l'entreprise au bon endroit, dans le bon écosystème. Alors, pour bien connaître la promotion économique, à une époque, en fait, vous parliez de cluster. Hein. C'est un mot un peu tabou maintenant, mais à l'époque, vous parliez bien de cluster. Et en tout cas, ça revient un peu à la même chose, c'est-à-dire des zones et des endroits dans les différents cantons où il y a des spécialités. Ouais. OK. Merci Thierry. Patrick, je vous laisse dire un petit mot sur la banque, le notaire et le registre du commerce. Tout à fait. Alors, la banque intervient lors de la mise à disposition du capital. Donc, il faut qu'on utilise une banque pour les consignations. Actuellement, les banques sont très compliquées en Suisse, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. Donc, il faut s'y prendre bien en amont parce qu'on a un nombre de formulaires à remplir extrêmement important en termes de compliance. La banque intervient au compte de consignation qui va permettre au notaire de constituer, mais elle intervient aussi après pour le mouvement financier de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important de choisir la bonne banque au départ pour faire et le compte de consignation et après le compte courant de l'entreprise, voire le suivi de l'entreprise après, plus tard, pour ses financements. Le notaire a un rôle à jouer qui est relativement simple, qui est celui qui valide en fin de compte que tous les statuts de la société, enfin, qui fait les statuts de la société et qui dépose le tout au niveau du registre du commerce. Et le registre du commerce, c'est l'enregistrement de la société au niveau légal par rapport à la Suisse. Il faut faire attention, certains cantons sont plus tatillons que d'autres. Donc, en fonction des activités qu'il y a et des noms qu'on utilise, ils peuvent demander des documents complémentaires, ce qui peut un peu rallonger les procédures d'enregistrement. Mais sinon, c'est des rôles c'est des rôles pas majeurs dans la création d'une entreprise, je dirais. Merci Patrick Ayoun. Peut-être pour information, et ça c'est plus pour moi, le délai d'inscription dans le cas que vous venez de citer au registre du commerce, on parle de quoi? De semaines, de jours? On parle de quoi? En général, entre le moment où, quand on constitue, en général, c'est 15 jours. Entre le moment où on va chez le notaire et le moment où c'est enregistré, normalement, c'est une quinzaine de jours. Donc c'est court. Si on nous pose un certain nombre de questions, ça peut être jusqu'à un mois. C'est le plus long délai que j'ai vu en général. Ok, donc c'est très court quand même. Ok, merci. Juste un petit point, très rapidement sur la banque. Tous les rapports avec les banques, alors qui sont par nature compliqués, vont être simplifiés dès le moment où vous avez une fiduciaire et un avocat qui sont dans la loupe. Beaucoup plus simple. La personne qui fait son lien direct avec la banque rencontre un nombre d'obstacles invraisemblables, obstacles qui sont, plus transparents lorsque les gens sont accompagnés. Merci Vincent. Alors, j'ai j'ai une question là de Johanna. On l'abordera tout à l'heure, mais elle est aussi intéressante. Alors, sa question, est-ce qu'il y a un statut équivalent à l'auto-entreprise, donc micro-entreprise ou SAS unipersonnel? Si vous êtes d'accord, Johanna, on verra ça tout à l'heure quand on va aborder la question de la SA et de la SARL. Voilà, on l'a bien noté, mais voilà, et comme ça prépare aussi nos intervenants. Troisième partie. Alors, on va parler justement de la société anonyme et de la SARL. Vincent, je te laisse la parole pour la démarrer, puis après, on va discuter. Volontiers. Alors, société anonyme, SARL, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 différences en Suisse entre ces 2 entités. La société anonyme doit être capitalisée au minimum à 100 000 francs en Suisse et la SARL doit être capitalisée au minimum à 20 000 francs suisses. Ça, c'est la première des différences. Et la deuxième des différences, c'est le mode de titularité des parts. Dans une société anonyme, on a des actions qui peuvent être détenues par des personnes, actions nominatives aujourd'hui, qui peuvent être détenues par un nombre indéterminé de personnes, enfin, ça dépend combien on a. Et ces personnes ne sont pas inscrites au registre du commerce.
alors que dans la société à responsabilité limitée, les titulaires des parts sociales sont inscrits au registre du commerce. C'est aujourd'hui les dernières différences qu'il y a entre ces deux types de sociétés. Alors, on comprend bien que la société à responsabilité est plus personnalisée ou plus personnifiée, mais juridiquement, il n'y a pas de conséquences ou il n'y a pas de différence. Donc, deux capitaux minimum différence, 100 000, 20 000, et puis des actionnaires qui ne sont pas connus, qui ne sont pas publiés au registre du commerce, et des associés qui le sont pour la SARL. Non minimum d'actionnaires pour la création, 1 aujourd'hui suffit. Un actionnaire ou un associé gérant. Inscription au registre du commerce, une société anonyme, dès le moment où elle est inscrite au registre du commerce, ne sont publiés au registre que les organes de la société, soit les membres de son conseil d'administration et les différentes personnes qui peuvent engager la société, mais pas les actionnaires. Ce qui n'est pas le cas, ou à l'inverse, pour la société à responsabilité limitée. Il y a non seulement les associés qui sont publiés, mais aussi les gérants, associés gérants ou gérants, qui sont publiés ou qui sont inscrits au registre du commerce, donc accessibles à tout le monde. Frais de création, alors c'est une spécificité suisse. Tous les cantons ont des frais de création différents. On oscille entre 2005 et 4 000 francs en Suisse romande. Ça dépend où est-ce qu'on constitue. Stratégiquement, on peut décider de constituer dans un canton pour avoir moins de frais. Alors, ça prend un peu plus de temps, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça coûte moins cher. Et entre 2005 et 4 000 francs, ça dépend des cantons pour les deux sociétés. Patrick? Je te ajoute un petit mot pour la fiscalité. La fiscalité, aujourd'hui en Suisse, commence à se lisser. On a, depuis le 1er janvier 2020, on est environ aux alentours des 12 à 14% sur l'ensemble de la Suisse, en termes de fiscalité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fiscalité s'applique par canton. Donc, dans chaque canton, c'est différent. Genève est à 14, le canton de Vaud est à 13,8. Enfin, on a vraiment très peu de différence aujourd'hui. Ce n'est pas aussi marqué que ce qu'on avait par le passé, c'est-à-dire avant 2020. Très bien, oui, il y a eu effectivement, et même pour certains cantons, ça a été assez intéressant parce que finalement, la fiscalité a baissé. Hein. Tout à fait, surtout à Genève. Ouais. C'est de manière très importante, divisé par 2. Divisé par 2. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas pour les auditeurs étrangers, c'est donc les subtilités du fédéralisme suisse qui se retrouvent également dans la création des sociétés. Alors j'ai quelques petites questions. David, oui. David, je voudrais insister sur cette réforme fiscale, la RIE3. Il n'y a pas eu beaucoup de réformes fiscales. Et en fait, c'est la Suisse qui a voulu être euro-compatible. Donc, elle a supprimé tous les statuts fiscaux pour avoir un seul régime général. Et ça, c'est vraiment une originalité. Mais la contrepartie, c'est que quand on crée une société, il faut que cette société, elle ait de la substance, surtout au niveau de la banque. C'est-à-dire que la société créée devra avoir au moins un salaire et une domiciliation. À défaut, on risque de considérer que cette entreprise soit une entreprise, comment on dit, une entreprise pas virtuelle, mais qui n'aura pas de substance. Et à ce moment-là, ce sera très difficile d'ouvrir un compte en consignation dans une banque. Hein. Alors, Thierry, je rebondis. Hein, on n'ouvre plus de société de domicile en Suisse. C'est devenu quasiment impossible. Et la Suisse n'a pas dû, mais a été invitée à. C'est ça. C'est ça. Mais l'intelligence de la Suisse a été de réformer son système fiscal en baissant le taux d'IS des sociétés de plus de la moitié. Voilà. Très bien, merci messieurs. On a à peu près, on a quand même tracé les grandes lignes hein, de la SA et de la SRL. Bien sûr, il y a beaucoup plus de subtilité, mais ça, on pourra le voir, ou vous pourrez le voir en direct ou en face à face avec l'un ou l'autre des intervenants. J'ai des questions, si vous êtes d'accord, messieurs. Quelles sont les principales différences en termes de fiscalité entre les différents cantons du GGBA? Alors, c'est peut-être un peu court pour répondre, mais est-ce qu'il y a, par exemple, entre les différents cantons, Thierry Baglan, est-ce qu'il y a des différences? Alors, c'est une question peut-être un peu politique, mais malgré tout, elle est dans la tête des gens, la preuve. Très pratique.
très pratique. Il y a quand même globalement une harmonisation de la fiscalité. C'est ça le but engagé. Et puis après, derrière les taux, il faut aller un petit peu plus loin parce que la moyenne tourne effectivement aux alentours de 13,80, 14%. Mais ceux qui ont des fiscalités un peu plus importantes, elles ont parfois un niveau d'imposition sur les premiers 100 000 euros de résultats beaucoup plus faible. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un taux, il faut regarder canton par canton la politique fiscale qui est appliquée. Et pour les sociétés qui se créent en général, on ne fait pas de résultats avant 1 ou 2 années ou plusieurs années. Donc, la sensibilité au taux fiscal me paraît pas être une bonne chose au départ. Il vaut mieux être sensible à l'objet de la réussite de la société qu'à quelques pouillèmes de points sur le niveau de fiscalité. Mais en gros, il y a une harmonisation. Ouais. Puis on dit toujours que pour commencer à payer les impôts, faut déjà faire des profits. C'est ça. Une question d'Olivier qui nous dit voilà, est-ce que vous aborderez la création de succursales de sociétés étrangères? On peut l'aborder, hein, peut-être rapidement. Qui se lance? Ça pose, la question est trop vague, mais ça pose absolument aucun problème, si ce n'est que ce n'est pas une fiat, donc pas une société indépendante, mais ça crée une sorte de capsule ou de société, mais qui n'en est pas vraiment une et qui dépend de son siège ou de sa société d'origine, étant précisé que pour tous les engagements qu'elle va signer en Suisse, elle a la même responsabilité ou les mêmes engagements que qu'une société qui est normalement incorporée en Suisse. Donc, sur le résultat, à la fin, c'est quasiment comme une société si elle était incorporée en Suisse. Les engagements pris sur cette partie ou sur cette succursale dépendent de la succursale et la mère couvre. Il y a peu de différence. Aujourd'hui, on a presque un intérêt, et sous contrôle de Patrick, à mettre en place des filiales. C'est beaucoup plus simple à gérer ensuite en interne. Patrick? Oui, en termes de création, ça pose techniquement aucun problème. C'est effectivement une dépendance totale de la maison mère, c'est évident. C'est un statut, c'est très appliqué dans le cadre de groupes, par exemple, qui mettent un statut, enfin qui mettent des collaborateurs administratifs, par exemple en Suisse, ou qui veulent créer une antenne vraiment commerciale et pas plus. C'est vraiment dans ce cadre-là que c'est appliqué. Sinon, c'est relativement peu utilisé. En général, on crée des sociétés locales. Mais le statut existe, il n'y a aucun souci. Et l'enregistrement au niveau du registre du commerce, peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut les statuts de la maison mère et il faut les avoir apostillés en général si c'est une zone d'Europe. Tout à fait. Du point de vue documentaire, c'est plus compliqué et ils sont très pointilleux au registre du commerce. Oui. Voilà. J'ai vu passer une question sur le crédit d'impôt. Ouais. De nouveau, sous le contrôle de Patrick, on n'a pas du tout ces mécanismes qui existent en Suisse pour la création d'entreprises, dans les premières années d'entreprise. Absolument pas de soutien de l'État de ce type-là. Ça n'existe pas. C'est ce qui fait aussi que les entités qui sont lancées ou les entreprises qui se lancent sur le marché suisse, bien, généralement sont capitalisées de sorte à pouvoir lancer leurs 2 premières années et ensuite vivre de leur activité opérationnelle. On ne compte pas du tout sur l'État pour monter des sociétés. Effectivement. Ceci dit, il existe quand même un outil qui est absolument remarquable qui s'appelle InnoSuisse. Et le très grand nombre de sociétés suisses utilisent cet outil. Ça permet de travailler en collaboration avec une haute école spécialisée sur un projet industriel, sur un projet technique. Et les frais sont pris en charge par la Confédération à hauteur de la mise à disposition des personnes qui vont travailler sur le projet après acceptation. Et l'entreprise, elle apporte du temps homme en contrepartie de cette aide qui vient de la Confédération. Et l'innovation en Suisse passe souvent par cet outil que l'on appelle InnoSuisse. C'est un peu technique à développer, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, on est tout à fait, alors ça c'est exact, on est dans des domaines d'innovation soutenus par la Confédération et sous l'égide d'écoles. Et là, il y a des contrats qui se font avec la Confédération qui financent, ce n'est pas du crédit, mais qui financent typiquement des ressources humaines ou qui mettent des montants à disposition. On est déjà dans de la recherche, en tout cas partiellement académique et appliquée. Appliquée, principalement.
Merci pour cet échange. Alors, il y a aussi il y a des entrepreneurs qui posent des questions encore plus concrètes. Peut-on obtenir une exemption de taxes sur les premières années d'existence de la société? La réponse va être rapide. Non. C'est très rapide. Merci. Autre question pour tous les trois. Les infos de ce webinaire sont-elles également valables en Suisse alémanique? Oui, tout à fait. Absolument. On a une harmonisation au niveau fédéral de tout le droit, ce qu'on appelle droit des obligations, droit des sociétés. En fait, s'il y a des spécificités cantonales, à savoir qui est le notaire qui signe les actes, comment se passe la procédure devant chez le notaire, etc., ça, c'est du cantonal. Mais au niveau du droit corporatif, de tout ce qui est droit des sociétés, tout ça est fédéral. Si la fiscalité est différente, c'est une autre question. Mais le droit des sociétés est fédéral. Très bien, merci. Autre question, les frontaliers peuvent-ils créer une société en Suisse et sous quelles conditions? Absolument aucune restriction. Les mêmes conditions que si un Suisse fonde sa société s'appliquent, sous réserve qu'une société doit pouvoir être engagée par un droit de signature qui s'exerce en Suisse. Ça veut dire que si on a une signature individuelle dans une société, il faut une personne qui habite en Suisse. Si on a une signature collective, il faut 2 personnes qui habitent en Suisse. Le droit de signature doit pouvoir être exercé depuis la Suisse. C'est en fait, ça ne s'adresse pas aux frontaliers, ça s'adresse à tout le monde en fait. Mais il n'y a pas de restriction sur la création d'une société par un frontalier. Absolument aucune. Bonne nouvelle, merci Vincent. Allez, on va aborder une question là pour Patrick Ayoun. Là, on est dans les questions, puis on passera sur la suite. Hein, pas de panique. Alors, c'est Charline qui nous dit « Bonjour, au niveau des charges, quelles sont-elles et quel est le pourcentage AVS, impôts, etc. » Là, les charges sociales. Je pense que ce sont les charges sociales, oui. Je pense que c'est de ça dont on parle. Environ une quinzaine de pourcents, entre 15 et 17, entre 15 et 20% en fonction des domaines d'activité dans lequel on est. C'est le niveau de charge sociale. 50-50. OK. Non, c'est sur le salaire brut. Je pense que c'est la charge sociale depuis le salaire brut. Donc, depuis le salaire brut, on ajoute 15 à 20%. À contrario, par exemple, du système français où on est entre 45 et 50. C'est ça. Exactement. Et ouais, pour le salaire brut, pour le salarié, on retranche 15 à 17%. Non, pour le salarié, on retranche plutôt 12 à 14%. OK, merci messieurs. Alors, on va passer à la suite. Alors, préparer la création de sa société. Vincent, je te laisse la parole pour commencer. Et puis après, eh bien, Patrick et Thierry compléteront. Oui, on a déjà balayé un peu les sujets. Alors évidemment, quand on veut créer une société, soit on est seul, soit on a ses associés ou ses associés ou des actionnaires qui sont des purs capitalistes. Eh bien, il faut les trouver, 2, déterminer les modes de fonctionnement que l'on va avoir ensemble. Si on part sur une société anonyme, occuper le conseil d'administration a un vrai rôle. Si on veut une société qui fonctionne, et il faut déterminer qui fait partie du conseil d'administration, il est toujours recommandé, on peut dire ça comme ça, d'avoir un tiers externe ou 2 dans son conseil d'administration. Les gens qui montent des sociétés ont le nez dans le guidon et souvent la peine à prendre une vue un peu plus stratégique, un peu plus à long terme. L'organe de révision ou la fiduciaire, l'organe de révision n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on met en place une société, mais une fiduciaire, à mon sens aujourd'hui, est indispensable. Si on souhaite avoir un organe de révision, ça dépend la taille, le mode ou l'activité qu'on a, on peut être obligé de le faire. Il faut le déterminer aussi son capital social et la manière dont on va libérer son capital social. Alors, je pense aujourd'hui que la plupart des sociétés sont libérées en numéraire. On peut que le recommander parce que constituer une société avec une libération en nature, c'est extrêmement compliqué en Suisse, sauf si on a des vrais actifs tangibles. Mais la procédure est tout de suite beaucoup plus compliquée. Il faut faire évaluer les biens qu'on va incorporer au titre d'apport en nature. Il faut trouver un réviseur agréé qui va valider les rapports. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et ça engage la responsabilité des fondateurs. Déterminer évidemment sa raison sociale, son siège, le but de la société, arrêter ses statuts avec le notaire et on y va. Patrick? Je voudrais juste être sur l'organe de révision. Voilà. En fait, aujourd'hui, en Suisse, il est obligatoire à partir de 10 collaborateurs. C'est vraiment la condition. Après, il y a d'autres conditions, mais
on parle de très grosse capitalisation ou de très gros chiffre d'affaires. En général, ça va s'accompagner d'un nombre de collaborateurs. Donc, mais en général, au minimum, la règle de base, c'est vraiment dès 10 collaborateurs, vous devez avoir un organe de révision. Absolument. Merci, merci Patrick. Vincent, peut-être juste pour rebondir, si tu dois faire évaluer justement tes actifs, je suppose que ça aussi, ça a un coût, non? Ah oui, oui, oui. Oui, bah oui, parce qu'il faut un expert crédible qui va faire une expertise, rendre un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise doit être validé par un réviseur agréé. Ce réviseur agréé, le rapport du réviseur agréé doit ensuite être validé par les fondateurs. Donc, on a toute une procédure et ça prend tout de suite beaucoup plus de temps et d'argent, en fait. D'accord. Donc, si possible, à éviter, hein, si j'ai bien compris. Et puis, alors, évidemment, le réviseur agréé, quand il doit valider un rapport d'expertise et l'objet n'est moins déterminable que ce qu'on a l'habitude, eh bien, c'est tout de suite compliqué parce qu'il engage aussi sa responsabilité. Très souvent, je vais rebondir, le problème de ces types de constitutions, c'est que l'actif intangible, un brevet, c'est vraiment ça les problématiques. Un brevet, un programme informatique en cours de développement, c'est vraiment des problématiques extrêmement compliquées pour un réviseur agréé de le valider. C'est totalement immatériel. Ça peut avoir une vraie valeur, mais c'est très immatériel et seul, je dirais, la mise en exploitation peut déterminer une valeur future. Donc, on est vraiment dans l'expectative d'une valeur future. Et pour un réviseur agréé, c'est extrêmement compliqué à valider. Un point encore, il y a des pays qui connaissent la valorisation du travail effectué. Je crois qu'en France, on peut utiliser ça. Ça n'existe pas en Suisse. Hein. Donc, la valorisation du travail effectué, j'ai travaillé 374 heures, ça vaut ça, ça n'est pas un actif. Donc, ça ne sert à rien, en fait. C'est juste normal. C'est l'huile de coude. Voilà. Tu nous entends, David? Je t'ai perdu. Ouais, moi aussi, je l'ai perdu. Il est frisé. Il a pris froid. David, il n'y a que nous qui restons. Voilà. Alors, on ne sait pas si on nous entend ou pas, mais… On va faire un putsch, on va continuer. C'est ça. Allez, on l'a perdu et on l'a retrouvé. Il est revenu. Ah, ça y est, on l'a retrouvé. On t'avait perdu. Je suis navré, les amis. Aucun problème. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, les conseils d'experts, merci, messieurs. C'est le moment en tout cas que moi j'aime bien. C'est là, c'est vraiment. Alors, vous nous avez donné plein de valeurs ajoutées, vous nous avez donné plein d'informations, et j'espère que tout le monde est très très content. Et là, on rentre vraiment en plus dans un niveau supplémentaire de conseils. Quels sont les conseils, vous, en tant qu'expert, personne qui ouvrez, implantez des entreprises en Suisse, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent? Thierry, je te laisse la parole en premier, et après on verra avec Vincent et Patrick. On a déjà parlé d'un premier sujet, c'est la patience. L'économie suisse est un marché mature et par conséquent, on ne va pas se précipiter sur un prix nouveau. Le prix n'est pas un coupable en Suisse. Le rapport produit-service doit s'accompagner d'un prix, certes, mais surtout de la qualité et le sentiment que l'on va pouvoir travailler de façon durable dans le temps. Ça, ce partenariat, c'est très, très important. C'est mon premier conseil. Souvent, les gens sont enthousiastes. Ils ont l'impression qu'on les attend. Non. La Suisse a tous les services qu'il faut, tous les produits qu'il faut. Il faut vraiment venir avec une réelle valeur ajoutée. Ça, c'est mon premier vrai conseil. Merci, merci Thierry. Je vais juste ajouter là, pour rebondir sur ce que dit Thierry. De plus en plus avec les années, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marché pour le prix. Si vous battez sur le prix et si vous attaquez le marché sur le prix, alors soit vous avez une méthode révolutionnaire de fabrication ou de fourniture du service que vous voulez délivrer, soit il n'y a pas de marché pour le prix. Il y a toujours moins cher. Absolument. Donc si on se bat là-dessus, enfin, de nouveau Patrick, tu as peut-être un autre avis, mais si on se bat là-dessus, si ça c'est le sujet, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie et du cash. Il y a toujours moins cher. Si je peux me permettre de rebondir, ce que je dirais, c'est qu'on doit bien préparer son projet en amont. On doit vraiment savoir ce qu'on va faire et ce qu'on va vendre et où est notre marché et où est-ce qu'on se situe dans le marché. On peut plus se permettre d'arriver un petit peu à l'aveuglette et puis de se dire, allez, ça va marcher, allons-y, lançons-nous, on verra bien. Il faut être aujourd'hui beaucoup plus préparé. On est dans un marché mature.
Ça veut dire qu'effectivement, les services existent. Dire qu'on est meilleur, ce n'est pas suffisant, il faut le démontrer. Et je pense qu'il faut bien se préparer à pouvoir le démontrer et à montrer ce qu'on est capable de faire. Et donc, je dirais qu'en amont, la préparation du projet, c'est primordial aujourd'hui. Ça soit à tous les niveaux, pas qu'au niveau financier, mais au niveau marketing, au niveau du commercial, au niveau du lancement de son entreprise. Il faut vraiment être prêt. Et il faut vraiment se démarquer. Et dans la préparation, il faut pouvoir délivrer. Ça, c'est vraiment le plus important. Produit-service, il faut pouvoir délivrer. Si on ne délivre pas, ce n'est pas deux fois. Enfin, y a pas les gens ne reviennent pas. Le marché, justement, tout le monde a dit le marché est mature, mais c'est le cas. On trouve la même chose ailleurs. Et si ça n'existe pas, et encore, demain, ça sera sur le marché. Donc, il faut pouvoir délivrer dans les temps. C'est clair. Alors, autre conseil, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Si on est plusieurs, alors d'abord, c'est bien d'être plusieurs, souvent, parce qu'on travaille mieux avec plusieurs cerveaux. Mais si on est plusieurs, il faut, en amont, en même temps qu'on prépare l'entreprise, discuter de ce qui fait mal et mettre en place les règles entre les personnes qui sont ensemble. Parce que le principe de base, c'est que ça va marcher parce qu'il n'y a pas un deuxième scénario. Et quand ça aura marché et que l'argent rentre, si on n'a pas prévu les choses, elles peuvent devenir rapidement compliquées et c'est ça qui peut faire tomber l'entreprise. Et on en a tous, dans les personnes qui sont là, on en a tous vu un grand nombre qui ont des produits, qui ont un marché, qui ont des clients, qui ont du cash qui rentre, et c'est une entreprise qui plante parce qu'il y a une dispute entre les gens qui étaient les meilleurs amis du monde au début. Ça, c'est la vraie pratique et c'est du vrai marché, du vrai terrain en fait. C'est pas les disputes, elles arrivent toujours, dans tous les cas. Mais que ça fonctionne ou quand ça fonctionne bien, ça arrive, et quand ça ne fonctionne pas, ça arrive aussi. Et encore pire. Dans les deux cas, ça arrive. C'est pas si, c'est quand. Et quelle que soit la personne avec laquelle vous travaillez. Tout le monde c'est vraiment le mariage, c'est vraiment ça. Hein. Donc, et ça, Vincent, concrètement, ça se gère donc sur des statuts, ça se gère à l'avance, c'est ça Ça ne se gère pas en Suisse dans les statuts. Pour ne pas avoir d'obstacle au registre du commerce lorsqu'on enregistre les sociétés, on ne met absolument aucune règle concernant les associés ou les actionnaires dans les statuts. On fait des conventions d'actionnaires ou des pactes d'associés, très différents de ce qu'on voit en France dans la forme, relativement similaires du point de vue matériel, mais il faut les penser en amont. Alors, il y a tout ce que vous voulez sur Google, mais c'est comme pour une opération à cœur ouvert. Il y a aussi tout ce que vous voulez sur Google pour vous opérer à cœur ouvert. Hein. C'est la même chose. À un moment donné, il faut poser les bonnes questions puis voir les bonnes personnes. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Pour rebondir sur le sujet, dans les packs d'actionnaires et dans les conventions d'actionnaires, dans les packs d'associés et les conventions d'actionnaires, ce qu'il faut vraiment définir, c'est la méthode de sortie d'un actionnaire ou d'un associé. Parce que là aussi, c'est un des points de discussion perpétuels. Les gens pensent toujours que ça vaut beaucoup plus que ce que ça vaut réellement, ou beaucoup moins quand il faut le payer. Donc, pour éviter aussi ce genre de problématique, en général, on définit des modes de calcul de manière très claire lorsqu'on est à ce stade dans les conventions. Les clauses financières sont fondamentales. Les clauses d'exclusion, d'une manière ou d'une autre, des associés sont fondamentales. Oui. Et c'est pas ça, et elles ne figurent pas dans les modèles que vous trouvez. Non, jamais. Jamais. Sinon, c'est pas drôle. Oui. Autre point, on avait parlé de la stratégie de libération. Peut-être un petit mot là-dessus? Oui, stratégie. Je t'en prie. Excuse-moi. Oui, libération du capital. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On libère son capital en espèces ou en nature. Mais alors, la plupart des sociétés sont libérées en espèces. Si on commence à libérer en nature, on a une grosse activité déjà en amont de la constitution de la société pour valoriser les biens qui seront apportés pour constituer le capital de base. À éviter à mon sens. Et puis après, libération, alors je l'ai dit tout à l'heure, une société anonyme doit être constituée d'un capital minimum de 100 000. Aujourd'hui, on peut encore libérer que 50% du capital. Alors c'est ce qui signifie concrètement qu'on doit mettre que 50 000 francs sur un compte de consignation. C'est à proscrire absolument parce que les premières années de fonctionnement d'une société sont toujours difficiles et s'il y a un problème,
le conseil d'administration devra appeler les 50 000 francs supplémentaires. Et si les gens ne les ont pas, ils engagent tous leurs responsabilités personnelles. Donc, tout le tissu de protection corporatif qui empêche les éventuels créanciers d'aller chercher des actifs personnels des actionnaires ou des administrateurs tombe, et c'est une responsabilité illimitée sur le patrimoine des personnes qui sont engagées dans les sociétés qui est activable. Donc, la libération à 50% d'un capital d'une société anonyme, il ne faut même pas y penser. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour de vos conseils? Parce qu'il y a déjà beaucoup, hein, on en a déjà dit pas mal. On est bon? Allez, on ne va pas tout dire d'un coup non plus. Hein. Ah. Alors, juste au passage, si jamais, pour ceux que ça intéresse, on a, en tout cas chez Watleau, une checklist de la création d'entreprise. Il suffit de la demander donc à info@watleau.ch. On sera un plaisir de vous l'envoyer. N'est-ce pas, Vincent? Oui, Je vais maintenant aborder les questions-réponses. Alors, on a quelques questions-réponses encore en suspens. Le statut de la holding, est-ce qu'il existe encore? Une question de Benoît. Alors non, le statut holding en soi n'existe plus, mais les avantages du statut holding existent toujours, c'est-à-dire la réduction de l'impôt dans la holding, ça existe toujours. Mais le statut en tant que tel n'existe plus. D'accord. Alors, on a répondu tout à l'heure, mais on va quand même redire, la domiciliation personnelle et fiscale suisse d'un Français candidat à la création en Suisse n'est pas obligatoire? Non. Non, rien à voir. Rien à voir. Okay. La seule chose qui compte dans la constitution d'une société, c'est la manière dont le droit de signature s'exerce. Ce droit de signature doit pouvoir être exercé depuis la Suisse. Alors évidemment, la personne qui habite en France ne peut pas être seul signataire individuel pour sa société en Suisse. Il va devoir avoir quelqu'un qui exerce, ou qui a le pouvoir d'exercer, qui va le déléguer, hein, le pouvoir d'exercer la signature, excusez-moi, en Suisse, soit à titre individuel, soit collectif avec une autre personne qui habite en Suisse. D'accord, merci. Une question là de JF. Alors sa question est intéressante. Si le créateur d'entreprise est domicilié en Suisse, est-ce que le créateur d'entreprise peut être domicilié hors de Suisse? Ça, on l'a vu, oui. Ou alors, si la création pendant la domiciliation en Suisse met départ de l'entrepreneur à l'étranger ensuite, est-ce que l'entreprise peut rester en Suisse? Bien sûr, aucun problème. On est toujours dans cette question d'exercice du droit de signature. La domiciliation de l'entrepreneur n'a aucun impact. Ok, il y a des solutions. Elle n'est pas prise en compte. Oui, elle n'est pas prise en compte. Question de Caroline. Que pensez-vous de la formation spécialiste en gestion de PME finalisée par un diplôme brevet fédéral? Cette formation est chère. Est-elle recommandée pour diriger une entreprise? Patrick? Voilà. Je suis un peu emprunté sur la réponse. Non, le diplôme est sûrement très bien. Créer l'entreprise, ce n'est pas une question de diplôme. Créer l'entreprise, il faut avoir toutes les bases, ou en tout cas apprendre toutes les bases de qu'est-ce que c'est l'entreprise et comment ça fonctionne une entreprise. Mais créer l'entreprise, c'est pour moi avant tout une idée, les compétences et savoir s'entourer. Parce que si on n'a pas les compétences, il faut savoir s'entourer des bonnes compétences. Donc, je pense que ça, c'est plus important que bien des diplômes. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut avoir un certain nombre de diplômes pour créer une entreprise. Ouais. Mais je dirais qu'un diplôme spécifique n'est pas nécessaire. On peut avoir une formation généraliste et créer une entreprise. Pas de souci. On n'est jamais assez formé, Thierry. On n'est jamais assez formé dans la vie. Donc, plus les formations, plus il y en a, mieux c'est. Je rejoins Patrick. Fonder une entreprise, c'est en effet des compétences, c'est un état d'esprit et c'est s'entourer des bonnes personnes. Personne, aucun de mes clients, aucune des personnes avec lesquelles j'ai travaillé n'a toutes les compétences. Aucune. Et après, il faut concentrer son énergie, ses compétences, son savoir-faire dans ce que l'on sait faire et faire ce que l'on ne sait pas faire, ce qui n'est pas notre métier, par des professionnels. Et c'est comme ça qu'on arrive à véritablement valoriser ce que l'on est en train de faire et son projet. Le système éducatif suisse est franchement très original. À peine 20% ou 20% des enfants vont vers le baccalauréat, la maturité, et vont vers des formations longues. Et 80% vont vers une formation professionnelle ou d'apprenti. Et c'est là où il y a le plus gros vivier de créateurs d'entreprises. Donc, on n'a pas les énarques, enfin, il n'y a pas cette fascination du diplôme comme en France. Il y a par contre la fascination du savoir-faire.
et d'avoir un vrai métier dans les mains. Et il n'y a pas de diplôme pour la maîtrise de la direction d'une entreprise ou la création d'une entreprise. Rien de vaut la pratique. Merci, merci à tous les trois. Alors, on arrive à la fin là, de ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les transmettre toujours à l'adresse info@watlo.ch ou à contact@travaillerensuisse.ch. Moi, je voudrais remercier Thierry Baglan, donc, du GGBA, donc Greater Geneva Urban Area, donc la promotion économique, Patrick Ayoun de Guggenheim et Associés, donc, qui avait l'étiquette fiduciaire pour cette présentation. Vincent Tatini, un avocat d'affaires de l'étude Watlo à Genève, qui plein de bons conseils vous accompagnera à fond dans votre création et vous évitera bien des ennuis derrière. Alors, écoutez, merci messieurs, merci à tous les participants. Chers participants, je vais vous envoyer un petit questionnaire juste à la fin, là, juste maintenant d'ailleurs. Comme ça nous permettra de mieux vous connaître. Et voilà, écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. On va organiser d'autres webinars. Donc, je vous invite à rester connectés sur notre site travaillerensuisse.ch. Je vous remercie, je vous envoie le sondage et je vous dis à très bientôt. Merci David, merci à tous. Merci à tous et bienvenue en Suisse. Avec plaisir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.